nombreuses, il y a des questions qui se posent autour du droit international. Alors, je me présente, je suis Jean-Rémy Denestre, je suis ancien du LM2 et du Collège international de droit également, et président de l'AEPIM. Alors, je vais vous dire quelques mots au sujet de cette association avant d'introduire la rencontre. Ensuite, je laisserai la parole au professeur Jean-Marc Touvenin, qui est directeur du LM2 et du CID, et qui vous présentera brièvement. Alors, pourquoi avoir créé une association des anciens? Selon moi, il y a 3 raisons à ça. La première d'entre elles est que ce Master 2 a presque 30 ans aujourd'hui et qu'il ne disposait d'absolument aucun réseau d'anciens hors de l'université. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque j'étais en Master 1 ici en droit public, un homme est venu nous parler de son job. Il était directeur de la communication du LAE et quand on lui a demandé son cursus, il nous a dit du ministère des Affaires étrangères. Et quand on lui a demandé quel était son cursus, il nous a dit qu'il avait fait un DEA ici, celui du professeur Pellé, mais qu'il ne savait même pas si son diplôme existait encore. Du coup, on s'est dit qu'il manquait une structure qui aurait vocation à préserver ou à créer des liens entre les anciens étudiants de ce diplôme. Mais pourquoi faire? Après tout, qu'est-ce qui peut bien nous unir? Il s'agit tout d'abord, et c'est mon deuxième point, d'une volonté de préserver les liens que l'on a créés nous au sein de notre promotion dans la M2. Je sais qu'il y a sans doute beaucoup de Master 1 dans la salle. Vous allez voir que l'année de la M2 est vraiment totalement différente. On est un groupe plus restreint, on partage normalement une même passion, les mêmes galères au cours de l'année, des voyages aussi. Nous, notre année, on est parti à Genève et Bogota ensemble, ça crée des liens. Et donc on crée des liens qui sont bien plus intenses. Et à mon avis, c'est vraiment précieux de pouvoir les préserver sur le long terme. Même s'il n'y a pas forcément besoin d'une association d'anciens pour préserver ces liens, c'est quand même pratique de créer des occasions. La troisième raison, selon moi, c'est que à mon avis, cette fac Nanterre est particulière, ainsi que l'enseignement qu'on y délivre, et c'est particulièrement vrai en droit international. Ici, on ne vous apprend pas seulement à devenir excellent juriste, que ce soit théoricien ou praticien, mais aussi à entretenir un capital d'humanité qui peut facilement être entamé par les études juridiques. Je vais m'approprier les paroles d'un autre ancien élève qui malheureusement n'est pas parmi nous aujourd'hui, le professeur Forteau, qui disait que le droit n'a rien d'une science. Le droit est un art qui sert une finalité, la justice. C'est d'un point de vue personnel qui n'engage que moi, mais qui se renforce au fur et à mesure que je rencontre des anciens de Nanterre. Au-delà des anciens élèves, nous nous sommes donné comme objectif de renseigner les étudiants sur notre diplôme, et donc c'est dans ce cadre que l'on organise cette rencontre aujourd'hui. L'idée est simple, réunir quelques anciens afin qu'ils vous livrent leur expérience post-M2 et qu'ils vous parlent de la profession qu'ils occupent aujourd'hui. Je vais faire 2 remarques sur le programme avant de laisser la parole. La première est que les professions exercées par les anciens sont loin d'être toutes représentées aujourd'hui. Nous en avons sélectionné quelques-unes centrées autour du droit international, mais de nombreux anciens travaillent dans d'autres branches du droit ou dans d'autres secteurs qui n'ont parfois rien à voir. Cela va de la représentation diplomatique au lobbying, en passant par agent ou joueur de football ou coach professionnel. La seconde remarque est que malgré cela, on a beaucoup d'intervenants déjà, ce qui limite la durée de chaque intervention et la durée disponible pour les questions, forcément. C'est le premier événement du genre, on fera peut-être évoluer le format par la suite, mais du coup n'hésitez pas à nous dire après ce que vous en avez pensé et à nous donner vos retours. Avant de laisser la parole au professeur Touvenin, je tiens à préciser qu'Antoine Olivier, qui devait venir ce soir, qui est assistant spécial du greffier à la CJ, ne peut pas être parmi nous. Et il m'a fait vous dire que si certains d'entre vous ont des questions précises sur les carrières au sein de la Cour internationale de justice, vous pouvez lui adresser un mail, venez me demander, je pourrais vous donner son mail pour ça. Voilà. Oui, Ludovic Legrand également du ministère des Affaires étrangères, qui devait être parmi nous, ne pourra pas être parmi nous, donc Julien Voici sur la présentation tout à l'heure. Et une intervention a été rajoutée aussi par rapport au programme initial.
initiale, celle de Thomas Artilis, il arrive à temps. Il vous parlera de son job au sein de la Banque interaméricaine de développement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne rencontre. Bonjour, je suis très impressionné par cette rencontre. J'ai souvent donné des cours de cet amphi, je crois que je ne l'ai jamais vu aussi rempli. Du coup, je m'imagine que vous n'êtes pas là pour moi, en tout cas pas pour l'intervention de professeur, mais peut-être pour le récit de ce qu'a pu être la vie, jusqu'à présent en tout cas, d'un ancien du Master 2. Moi je me trompe, j'ai présenté aujourd'hui à midi le Master 2 et le diplôme d'université qui est le CID. Donc je me dis que c'est peut-être pas utile de refaire cet exercice, à moins que on parle de choses que vous ignorez. Qui sait ce qu'est notre Master 2? Ah, on a donc des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Qui ne sait pas de quoi nous parlons? Parce que c'est une association d'anciens de quelque chose qu'on ne connaît pas. Qui ne sait pas du tout? Vous n'ayez pas tous la timide. Vous êtes assez peu nombreux quand même, donc je ne vais pas vous faire ce récit. C'est un Master 2 de droit international. Alors, de droit international et de l'Union européenne, mais quand même, avec un petit peu plus d'attention sur le droit international. Et disons que c'est le Master 2 de droit international public, donc à connotation publique, de cette université. Il y a d'autres Master 2 de droit international plutôt orientés approche privée ou approche de privatiste. Nous sommes les publicistes. Et cette race-là, effectivement, elle paraît un peu étonnante parce qu'on se dit, un international publiciste, qu'est-ce qu'il peut bien faire dans la vie? Tout le monde n'a pas la possibilité d'être juge à la Cour internationale de justice quand même, et puis le nombre de places est limité. On vous parlait à l'instant des carrières possibles à la Cour internationale de justice. Je serais très intéressé de savoir comment on devient juge. Je le sais, malheureusement, je sais que cette voie ne me sera jamais ouverte, ça ne me gêne pas. Parce qu'en fait, on peut faire du droit international public sans forcément être juge à la CIJ. Alors, moi je vais vous dire en quelques mots, parce que le temps est limité, les activités que j'ai pu avoir en tant qu'ancien de ce Master 2, qui à l'époque était un petit peu différent, mais qui finalement reposait sur les mêmes fondamentaux. J'ai été juge, en fait. J'ai été juge, mais pas juge à la Cour internationale, j'ai été juge dans une toute petite juridiction qui s'appelait, à l'époque, oui, elle a grossi depuis que la voici l'a intégrée, elle a grandi depuis que l'a intégrée, qui s'appelle maintenant donc, la Commission du droit d'asile. Donc à l'époque, ça avait un autre nom. Et je devais avoir Bac plus 8, quelque chose comme ça. Et donc j'avais passé 2 ans après mon Master 2. Et j'ai été recruté par le Haut Commissariat pour les réfugiés pour être assesseur dans cette juridiction nationale française de première instance, administrative. Les décisions relèvent du Conseil d'État, le pourvoi se font devant le Conseil d'État. Juridiction en charge de déterminer si l'administration française s'est trompée ou non en refusant d'accorder l'asile à une personne. Et quand je parle d'asile, c'est assez impropre, j'évoque bien entendu le statut de réfugié. Et il se trouve que le statut de réfugié est déterminé par une convention internationale et que c'est donc à ce titre que, juge français quelque part, j'ai appliqué le droit international en déterminant qui pouvait être réfugié ou non des demandeurs qui comparaissaient devant nous. Activité de juge, c'est très intéressant parce qu'on apprend ce qu'est la délibération et quelles peuvent être les stratégies à adopter dans des juridictions qui rendent des décisions en masse. J'ai fait un doctorat, ce que ne font pas tous nos étudiants, bien entendu. Ce n'est pas une obligation de faire un doctorat. Moi, j'ai fait un doctorat et ça m'a conduit progressivement à m'insérer, à rester finalement ancré dans l'université, à être enseignant-chercheur. On vous dira plus tard, peut-être mieux que moi, ce qu'est un enseignant-chercheur. Tel que c'est ressenti par un jeune. Mais j'ai continué à pratiquer mais comme avocat. Donc je me suis dit, tiens, juge c'est bien, peut-être avocat c'est
marrant. Et donc j'ai une pratique d'avocat et j'ai pratiqué plusieurs juridictions, tribunal administratif, je n'ai pas tellement aimé. C'était peut-être les affaires qui m'étaient confiées qui n'étaient pas très excitantes. Il fallait, c'était des appels d'offres pour des cabinets d'avocats, et mon cabinet d'avocats était mécontent de la décision qu'il n'avait pas retenue. Donc il fallait tester cette décision de notre juridiction administrative, c'était pas drôle du tout. Puis en plus, je l'ai mais enfin, c'est intéressant de voir comment fonctionne une juridiction administrative. J'ai pratiqué des juridictions de l'ordre civil, tribunal de commerce, bon, c'est un genre, cour d'appel de Paris, j'ai fait 2 apparitions. Dire que dans la Cour d'appel de Paris, personne ne s'en souvient. Mais c'était intéressant parce qu'on s'aperçoit que devant la Cour d'appel de Paris, on peut faire du droit international. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les yeux écarquillés des juges de la Cour d'appel de Paris qui apprennent, finalement, quand on leur raconte un petit peu de droit international. Donc ça, c'est quand même très intéressant et ça illustre le fait qu'on peut faire du droit international même quand on n'est pas à La Haye. On peut faire du droit international à Paris et devant la Cour d'appel de Paris, qui plus est. Donc je pense que cet enseignement du droit international que nous dispensons n'est pas réservé à un happy few, ceux qui vont à La Haye, non, on peut en profiter ailleurs. J'ai plaidé plusieurs fois, encore, devant la Cour de justice de l'Union européenne, donc le tribunal général et la Cour de justice, la même chambre. Ça, c'est assez intéressant, mais c'est frustrant. Donc c'est frustrant parce que vous avez un quart d'heure de plaidoirie. Et je sais que, là, je viens déjà de vous parler 10 minutes, vous voyez qu'un quart d'heure de plaidoirie, ça peut être très bref. Et donc c'est assez frustrant, et en même temps, c'est un exercice très dur, parce que se dire que vous jouez finalement l'affaire sur 15 minutes, ça vous impose d'essayer de faire en 15 minutes vraiment ressortir les points saillants, de les faire ressortir bien, parce que vous parlez en plus des juges qui n'ont pas forcément la langue française comme langue maternelle. Et donc c'est un travail assez créatif finalement, frustrant parce que vous n'avez que 15 minutes de plaisir, 15 minutes de plaidoirie, mais finalement très intense. Et puis j'ai eu la chance de plaider plusieurs fois devant la Cour internationale de justice. Et ça, je dirais que c'est vraiment une chance. Et je suis conscient que ça n'est pas offert à tout le monde. Donc voilà ce qui peut être fait, je dirais, à partir d'un Master 2 comme celui-là. Il y a, quand on travaille beaucoup, quand on a de l'appétit pour le travail, l'appétit pour la connaissance, l'appétit pour le droit, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Alors, on me dit que j'ai eu la chance, on me dit aussi que peut-être que j'ai créé les conditions pour que ces chances se produisent en travaillant, en étant sérieux, en étant motivé, et puis en ayant finalement des résultats qui sont pas trop mauvais. Voilà mon expérience, et je peux vous dire aussi que cette expérience, elle a été parallèle à celle d'un grand nombre d'étudiants que j'ai pu croiser, et je sais que nombre d'entre eux ont vu les opportunités s'ouvrir et les ont saisies. C'est donc un Master 2 qui fonctionne bien. Le CID vient ajouter une cerise sur le gâteau, je ne vais pas en parler davantage que ça, si ce n'est que, on parlait à l'instant de la Cour internationale de justice, et je ne l'invente pas, j'ai reçu il y a 3 semaines un email d'un participant au jour de crise, le Day of Crisis, qui est un des éléments clés du Collège international de droit. C'est un Belge qui avait participé au Day of Crisis, que je n'avais pas trouvé très bon, très franchement. Il n'a eu aucun prix, il a juste eu un certificat de participation, et il a été recruté à la CIJ, au greffe. Et il m'a écrit en me disant que c'était grâce à sa participation au Day of Crisis qu'il avait apporté une maturité qu'il n'avait pas jusque-là et qui lui a donné la possibilité de se présenter sous les meilleurs atours devant le comité de recrutement du greffe. Bon. Donc pour vous dire que ces exercices que nous faisons au sein du CD ne sont pas forcément sans intérêt, ne sont pas seulement pour aller se promener, faire du tourisme à Genève ou à Bogota ou à Rio,
Non, mais l'objectif, c'est bien de faire de vous des personnalités capables ensuite de trouver des opportunités, de les saisir et de les faire fructifier. Voilà, alors il y aura un débat tout à l'heure et on en dira peut-être plus. Merci de votre attention. Je voulais dédier des applaudissements à Jean-Louis parce que ce qu'il a fait à l'équipe de l'association. Je trouve que cette association, c'est né d'une idée de 2-3 personnes sur de l'année dernière. Ça prend une ampleur extraordinaire et je trouve qu'il faut les en féliciter. Moi, je vous remercie infiniment pour cette idée. Je me présente, Rachel Lucas, je suis doctorante en 2e année au Centre de droit international. J'aimerais d'abord remercier les membres de ma promotion 2013-2014 qui ont en effet eu l'excellente idée de créer une association des anciens. Idée apparemment qui avait germé depuis un certain nombre d'années mais qui n'avait pas forcément été concrétisée. Donc, j'aimerais les remercier. Et j'aimerais aussi les remercier de m'avoir invité à faire une présentation sur ce qu'est le doctorant. Alors certes, il peut paraître quelque peu étrange ou incongru d'avoir une présentation sur le doctorant à une rencontre sur les métiers, puisque le doctorant n'a pas vocation à être un métier, enfin tout du moins c'est un stade temporaire, un tremplin vers d'autres brillants métiers comme vous allez le voir avec les intervenants que vous allez écouter aujourd'hui. Mais c'est une étape importante dont je vais essayer de vous relater quels sont les avantages, les fonctions et aussi les débouchés que ça peut vous offrir. Alors, pour revenir rapidement pour moi sur mon parcours, donc après une licence en droit et en Erasmus à Madrid, je suis venue à Nanterre pour étudier le droit international. Et j'ai fait le Master 2, droit des relations internationales, qu'on vient de vous présenter. Très honnêtement, quand j'ai commencé mon Master 2, j'avais aucune envie de faire une thèse. L'envie de faire une thèse m'est venue au cours de l'année, en prenant beaucoup de plaisir à la recherche, à travailler seule mais aussi en groupe, à connaître ce qu'était la stimulation intellectuelle, la recherche, et aussi l'étape cruciale, je pense, a été le mémoire de recherche. Où là, chacun de nous se rend vraiment compte de s'il a envie de continuer dans la recherche ou pas, et où vous vous retrouvez seul avec votre sujet, et vous êtes capables tous, et on est tous capables de le faire, de le surpasser. Donc, comme je vous l'ai dit au début de mon Master 2, je n'avais pas nécessairement envie de faire une thèse, l'envie m'est venue, et j'ai eu la chance d'avoir un contrat doctoral. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un contrat doctoral, c'est un contrat que vous obtenez avec l'université de 3 ans, où vous êtes donc doctorant, rémunéré par l'université, et vous donnez notamment des TD dans des matières, alors droit constitutionnel, droit international, les matières dans lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise et où on a besoin de personnes. Mais le contrat doctoral n'est pas le seul moyen de parvenir au doctorat. Vous pouvez aussi décider de faire un doctorat par, on va dire, vos propres moyens, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contrat avec l'université et vous travaillez à côté de manière indépendante. Ou alors vous pouvez aussi faire une thèse qu'on appelle CIFRE, c'est-à-dire que vous faites une thèse avec une entreprise. Alors on appelle ça parfois thèse professionnalisante, c'est-à-dire que l'entreprise vous rémunère le temps que vous faites votre thèse et en même temps vous travaillez pour elle et vous contribuez forcément à une recherche qui l'intéresse. Donc, comme je vous disais au début de ma présentation, je suis en 2e année de thèse, et ce jusqu'en 2019 en principe. Et j'aimerais donc vous présenter ce que c'est d'être en thèse, ce que fait un doctorant, ou tout du moins comment moi je le perçois. Donc, être doctorant, c'est bien évidemment faire un doctorat de droit. Alors, une thèse, c'est donc un pavé d'environ 500 pages que vous rendez à l'issue de 5 ans de dur labeur. Sur un sujet que vous avez déterminé préalablement avec vos directeurs ou vos directeurs de recherche, que vous pouvez faire une thèse en co-tutelle ou en co-direction. Alors la co-tutelle, c'est que vous avez un directeur en France
et un autre directeur à l'étranger. Et la co-tutelle, c'est que vous avez 2 directeurs au sein du territoire français. Co-direction, pardon. Donc le sujet de recherche, vous le déterminez avec votre directeur ou vos directeurs de thèse. Il vaut mieux aimer ou du moins apprécier son sujet parce que vous allez vous retrouver 5 ans avec. Et c'est lui que vous soutiendrez donc, à l'issue de votre doctorat devant un jury composé de professeurs, d'autres professions aptes à juger votre travail. Mais le doctorat, c'est pas seulement la thèse et la bibliothèque, c'est aussi donner des TD, écrire des articles, travailler dans des projets de recherche collectifs, participer à des colloques, en France, à l'étranger, coacher des équipes pour des concours de plaidoirie, présenter son travail devant un amphithéâtre qui s'intéresse au droit international. Bref, vous avez plein de possibilités offertes et toutes très intéressantes et stimulantes intellectuellement. Avant de se lancer dans l'aventure de la thèse, il y a quelques questions quand même qu'il faut se poser. D'abord, il faut être sûr de vraiment avoir envie de faire une thèse. Parce qu'encore une fois, c'est beaucoup d'années, c'est un grand investissement personnel, professionnel, donc on ne se lance pas dans l'aventure à la légère. Ensuite, sur le plan plus matériel, il faut être conscient de l'aspect financier et des contraintes financières que ça engage. Donc, soit vous pouvez avoir ou obtenir un contrat, soit vous n'avez pas de contrat, et dans ce cas-là, il faut vraiment réfléchir à comment vous allez gérer vos 5 années sans financement. Les autres choses qu'il faut savoir, c'est que la thèse, bien évidemment, requiert un certain nombre de qualités. Alors la première d'entre toutes, pour reprendre les termes de mon voisin, c'est un appétit sérieux pour le travail, mais aussi de la persévérance, de la rigueur, une curiosité intellectuelle, une capacité à travailler seul, donc il faut être patient, avoir de l'autodiscipline, réussir à se lever le matin. Ne pas se dire, allez, dans 2 jours, je m'y remets. Non, ça, il faut vraiment s'y mettre, parce que sinon, ça peut continuer longtemps. Il faut aimer écrire, bien évidemment, parce que vous allez écrire 500 pages. Et puis, je crois, et je pense que l'avis est partagé par les docteurs ou les doctorants dans la salle, il faut aussi prendre du plaisir. Il faut prendre du plaisir dans ce que vous faites, il faut prendre du plaisir à côtoyer des gens qui font la même chose que vous. Il faut prendre du plaisir à venir à l'université, à lire des articles, à lire des livres. Donc je pense que le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, ou que je puisse vous donner, c'est déjà d'être sûr que vous allez prendre du plaisir à faire de la recherche. Alors, vu qu'on est à une conférence sur les métiers, bien évidemment, les métiers sur lesquels débouche le doctorat de droit sont multiples. Et d'ailleurs, les différents intervenants d'aujourd'hui en sont la preuve. Vous pouvez bien évidemment intégrer par la suite le monde universitaire que Anne-Laure Chomel va vous présenter, mais vous pouvez aussi être avocat, magistrat, travailler dans des organisations internationales, dans des juridictions internationales, être fonctionnaire, bref, tout un tas de postes, les plus très intéressants les uns les autres. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'était faire une thèse, et le temps étant en partie, je serais complètement ravie de répondre à vos éventuelles questions. Merci. Bonjour à tous. Moi, je retrouve des têtes connues, des personnes avec qui j'ai fait mon DEA à l'époque, des étudiants, des personnes avec qui j'ai fait des thèses, avec qui j'ai fait des DD aussi. Donc, je suis ravie de vous voir ici. Et je vais vous présenter finalement un métier auquel vous êtes confrontés depuis votre entrée à l'université, celui d'enseignant-chercheur. Alors, je vais vous parler un petit peu d'abord de mon parcours, très rapidement, et ensuite concrètement ce que c'est. Donc mon parcours, j'ai fait des études de droit, je suis arrivée en DEA à l'époque, donc un M2 aujourd'hui, M2 recherche. J'ai fait un mémoire, à la suite de mon mémoire, j'ai la possibilité de faire une thèse,
Et au cours de ma thèse, financée également par un contrat, j'ai enseigné en TD. Et à l'issue de cette thèse et de ces enseignements, après une soutenance, pour enseigner et faire de la recherche, pour être enseignant-chercheur, vous avez la possibilité de présenter ce qu'on appelle la qualification. Donc on est docteur en droit et on présente son travail au Conseil national des universités. C'est un comité de sélection, si vous voulez, de plusieurs enseignants-chercheurs. Votre travail est évalué et à l'issue de cette évaluation, vous êtes qualifié aux fonctions de maître de conférence. Si vous êtes qualifié, vous pouvez ensuite faire ce qu'on appelle le tour de France, c'est-à-dire aller chercher un emploi, trouver un emploi dans les universités qui éventuellement sont intéressées par votre profil et votre spécialité. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai obtenu un poste à Nanterre. Vous avez aussi la possibilité de présenter l'agrégation. L'agrégation, c'est un autre concours qui est à la fois sur dossier et sur des épreuves, qui dure 1 an. Et c'est une autre voie en fait, une voie parallèle où vous pouvez enchaîner la qualification et l'agrégation. Et là, vous avez le titre de professeur agrégé. Donc finalement, vous voyez, un enseignant-chercheur, ça peut être un maître de conférence, un professeur agrégé, ou même un professeur aussi tout court, sans qu'il soit agrégé. Il y a une autre voie, mais ça je ne le détaillerai pas, c'est pas nécessaire. Un enseignant-chercheur, normalement, dès qu'on est chargé de TD, qu'on fait une thèse, on est déjà un peu enseignant-chercheur. Donc là, moi, je vais vous parler de l'enseignant-chercheur, on va dire titulaire, qui est docteur en droit. Alors, qu'est-ce que c'est? A priori, 2 aspects. On enseigne, on cherche. Mais en fait, c'est pas que ça. Alors, l'enseignement. L'enseignement, c'est finalement comme ça que vous nous percevez tous les jours, en quelque sorte. Alors, on est tous différents dans l'enseignement, bien sûr, parce que chacun on a notre personnalité, on a notre spécialité. Je vais vous parler de comment moi je ressens ce qu'est un enseignement. Pour moi, enseigner, c'est transmettre, avant tout, et transmettre non seulement des connaissances, mais le plaisir d'apprendre et le plaisir de la matière en elle-même. Pour moi, ça va au-delà de la transmission pure de connaissances. Du coup, ça requiert évidemment des qualités pédagogiques, d'écoute de l'étudiant et également de savoir se mettre au niveau de l'étudiant, c'est-à-dire arriver à expliquer de plusieurs manières différentes la même chose pour que, in fine, l'étudiant ait compris. Alors évidemment, ça c'est l'idéal en petit groupe, 30 c'est facile, de se mettre au niveau de l'étudiant. Quand on se retrouve dans les amphis A, B ou C et qu'on en a 600, c'est un peu plus compliqué. Mais généralement, les étudiants n'hésitent pas à venir nous voir ou nous envoyer des mails pour justement des précisions. Alors, enseigner, pour moi, c'est aussi faire des rencontres, rencontrer en fait des étudiants, d'autres enseignants aussi, mais particulièrement des étudiants, et les accompagner dans leurs projets, et les aider aussi à trouver leur voie. Pas forcément le droit international, mais c'est également essayer de trouver leur voie. Et puis évidemment, enseigner, et ça vous vous en doutez, c'est ce qu'on appelle monter un cours, créer un cours. On a tous un cours différent. Vous êtes en UP, non maintenant ça s'appelle plus comme ça, en CM. Alors voilà, en UP, enfin l'ancien c'est UPA, B ou C ou D. Si vous allez dans le cours de droit international de l'UPA, ça ne sera pas le même que le cours de droit international de l'UPB. Les mêmes thèmes seront abordés, mais de manière différente. Donc chacun, là aussi, interprète, en tout cas, veut transmettre ce que lui perçoit comme important du droit international. Ce qui est normal, puisque c'est quelque chose de très personnel. Donc on monte un cours. Monter un cours, ça demande énormément de temps. Pour vous donner une idée, un cours d'1 heure et demie, alors selon si on est spécialiste ou pas, mais même en étant très spécialiste, ça demande au minimum 2 jours pleins, 2-3 jours pleins de travail, pour 1 heure et demie. Minimum. Sachant que ce cours, évidemment, il doit être remis à jour chaque année, puisque en droit international, la géopolitique change énormément, la jurisprudence également.
Donc, il faut mettre à jour ce cours. Et puis, évidemment, on monte son cours, mais après, on donne son cours, on transmet son cours. Ça se fait en amphi, là. Vous faites les épreuves, mais nous, on corrige. Et il faut aimer corriger. Parce que c'est pas 2 copies, c'est pas 10 copies, ça se compte plutôt en centaines de copies. On en est à 300, entre 300 et 500 copies par semestre, par enseignant. Donc c'est beaucoup d'investissement, ça nous prend beaucoup de temps, sans compter les euros, bien sûr. Mais ça, c'est un autre exercice. Donc il faut aimer aussi cet exercice, qui peut paraître très pénible, mais qui permet aussi, quand on corrige des copies, de rééquilibrer son cours. On dit, tiens, là, j'ai peut-être mal insisté sur ça, parce que c'est vraiment pas compris, donc je vais modifier mon cours l'année prochaine pour qu'il se réadapte. Ça, c'est l'enseignant. Enseignant, on est chercheur aussi. Alors, chercheur, c'est évidemment le travail que vous ne connaissez pas vraiment. En tout cas, c'est pas celui par lequel vous nous percevez en premier. Et pourtant, c'est indissociable. Chercheur, c'est écrire, bien sûr. C'est la suite de notre travail de thèse, en fait. On continue d'écrire, on continue de s'interroger sur l'évolution du droit, sur l'actualité. On continue donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? On écrit des articles, on écrit des manuels, on participe à des conférences, on organise des colloques. Alors ces conférences, on a la chance, en droit international, ça nous fait voyager. En droit administratif, on voyage un peu moins. Mais nous, en tant qu'enseignants en droit international, on voyage beaucoup. Donc, du Brésil, en passant par la Lituanie, la Géorgie, le Cameroun dans 2 semaines. Donc voilà, ça nous fait beaucoup voyager parce que justement, on peut enseigner ce droit qui est universel en quelque sorte. Il faut savoir que ce travail de chercheur, on le fait pendant nos vacances, majoritairement. Donc en fait, on n'a pas vraiment de vacances. Je pense que tous nos conjoints pourront témoigner, mais on est rarement en vacances, puisque pendant qu'on dit qu'on est en vacances universitaires, nous on fait nos articles parce qu'on a en général 2 mois, 3 mois de retard, et il faut absolument les boucler parce que sinon on va se faire disponible. Et donc enseignant-chercheur, c'est ça, mais c'est pas seulement ça. En fait, derrière enseignant-chercheur, on devrait presque ajouter acteur de l'université. On gère l'université. On gère les licences, on gère les masters, c'est nous qui établissons les programmes, c'est nous qui, enfin, tous ensemble, on est dans les conseils du FR, les conseils de différentes instances universitaires, et cela nous permet évidemment de réfléchir à la pédagogie, en ce moment à la place du numérique. On a également beaucoup réfléchi à l'accès aux handicapés, qui n'était pas, notamment à Nanterre, qui n'était pas suffisant. Donc, il y a la plupart des enseignants-chercheurs, en tout cas de Nanterre, ont une implication dans l'université qui est une implication administrative. Donc évidemment, ça se rajoute, hein. Ça c'est des heures qu'on rajoute. Donc ça demande également beaucoup de présentiel et de travail qui vient évidemment pour s'écouter, la préparation des cours, la recherche, etc. Et je terminerai sur une dernière chose, c'est que très peu finalement d'enseignants-chercheurs, en tout cas en droit international, ça je le maintiens, j'en suis sûre, mais très peu d'enseignants-chercheurs ne sont qu'enseignants-chercheurs. On a tous une autre casquette. Le professeur Touvenin vous parlait à l'instant de son métier d'avocat, qu'il exerce en parallèle. Donc moi, il a incidemment évoqué, je suis juge à la Cour nationale du droit d'asile. D'autres de vos enseignants de droit international sont membres, par exemple, de la commission du droit international, c'est le professeur Forteau et avant lui le professeur Pellet. Vous pouvez être conseil, vous pouvez être arbitre. Donc, en fait, si vous voulez, en droit international, en tout cas, c'est assez prégnant cet aspect-là. On associe la pratique à la recherche et cette association vient enrichir évidemment nos enseignements. Puisqu'on peut toujours, on n'est pas dans notre tour d'ivoire, on arrive à coller à la réalité et ça vient enrichir la transmission qu'on cherche à faire de notre matière. J'espère que j'aurai donné quelques vocations. Et je pense que là, c'est maintenant ces questions. Ouais. Donc, si vous souhaitez nous poser des questions sur tout ce qu'on vient d'évoquer rapidement entre nous, n'hésitez pas, c'est le moment. Juste un mot sur les charges administratives, que ça ne touche personne. Mais c'est vrai que le métier d'enseignant-chercheur
comporte de plus en plus de charges administratives, de direction administrative, de conception administrative, c'est pas forcément un mal. C'est-à-dire qu'en fait, on le réclame. On réclame de pouvoir avoir la main sur notre université. C'est plutôt une bonne chose, même si c'est vrai que ça rend les journées et les semaines un peu longues parfois. Pour être enseignant, ou forcément faire un doctorat, vous n'avez... Enfin, pardon. Si vous voulez être enseignant-chercheur, le type d'enseignant-chercheur, vous êtes obligé effectivement de faire une thèse et ensuite d'être docteur en droit et ensuite de passer la qualification ou l'agrégation ou d'autres par exemple. Donc vous êtes obligé d'être docteur pour être enseignant-chercheur. Maintenant, on a là d'ailleurs parmi nous des personnes qui ont fait un doctorat et qui n'ont pas du tout suivi la carrière universitaire, mais qui viennent enseigner sur des cours très spécifiques. Et puis également des personnes qui n'ont pas du tout fait de doctorat, mais qui ont un métier dont la spécialité intéresse le Master 2 pour justement transmettre des connaissances, des praticiens. Et là aussi, on peut venir. Mais ce n'est pas le métier principal dans ces cas-là. Pour être enseignant au métier principal, oui, il faut faire un doctorat. Oui, effectivement, le contrat doctoral. Je vais d'abord répondre en disant, normalement, sur les tablettes de la loi, la thèse devrait se faire en 3 ans. C'est d'ailleurs une pression qu'on a de plus en plus sur les professeurs pour que les thèses se tiennent en 3 ans. Ce qui est peut-être possible dans certaines sciences. Je ne sais pas, peut-être qu'en médecine, 3 ans suffit, peut-être en physique. En droit, c'est compliqué. Je ne sais pas. Rachel, en 3 ans, Bon, ça dépend quelle thèse, effectivement. Il y a comme je disais tout à l'heure, les thèses professionnalisantes, généralement, se font en moins d'années. Ça dépend de ce que vous faites à côté. Si vous faites que vos thèses pendant 3 ans, c'est peut-être faisable, oui. Après, il ne faut pas oublier aussi que pour faire une thèse, il faut avoir acquis une certaine maturité intellectuelle, ce qu'on n'a pas directement en sortant du Master 2. Pour répondre à votre question, le contrat doctoral dure 3 ans et à l'issue de ce contrat, vous pouvez postuler pour devenir alter. Donc vous avez un contrat à nouveau avec l'université que vous pouvez renouveler une fois, donc ça dure 2 ans. Et donc normalement ça vous couvre vos 5 années de doctorat en étant financé. Voilà. Alors, simplement, le contrat doctoral n'est pas de droit. Il faut comprendre qu'à Nanterre, on a dû avoir 6 ou 7 contrats doctoraux à attribuer sur la base de 16 ou 17 candidatures. Donc tout doctorant souhaitant un financement ne l'a pas. C'est à peu près 1 sur 2. Voilà. Et il en va de même pour les contrats d'alter. Alors on en a des contrats d'alter. On peut recruter les alters, mais tous les postulants ne sont pas servis. Donc il ne faut pas croire ça, même si on fait ce qu'on peut pour que les bons éléments, les bons projets, les beaux projets soient financés. Oui, c'est tout à fait possible de faire une thèse ici sans être directement financé. Il faut savoir dans comment on se lance. Et ça prend plus de temps. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce thème? Oui, vous parlez plus du choix du sujet de la thèse et du sujet de Je vais vous donner, parce que je suis en thèse aussi. Et de mon point de vue, c'est un sujet qui m'intéressait vraiment et je pense que c'est indispensable, même pour le mémoire. Et pour le mémoire, même encore plus, parce que finalement, le mémoire, il n'y a pas d'enjeu à part la note derrière, mais ça peut être un vrai plaisir si vous prenez un sujet qui vous intéresse. Et de creuser quelque chose qui finalement vous plaît, c'est là que vous allez voir si vous pouvez être enseignant-chercheur ou pas. Parce que je pense que la thèse, les recherches qu'on fait après, on les fait forcément sur des sujets pour lesquels on a une attirance.
moi j'avais fait un choix stratégique à l'époque, donc c'était une époque ancienne. Et à l'époque venait d'être adopté un règlement européen qui était un règlement relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Et donc c'était un règlement qui faisait, je sais pas, 20-25 articles. Et je me suis dit que je vais investir là-dedans, je vais devenir spécialiste du droit des concentrations européens, parce que ça me permettra peut-être à la fois de rester dans le milieu des enseignants-chercheurs, si ma thèse est bonne, mais peut-être aussi, si j'échoue dans ce milieu qui est très compétitif, peut-être de trouver un job plus facilement dans un cabinet d'avocat, parce que c'est une activité... voilà. Et donc j'étais plutôt parti vers le droit européen, et plutôt vers un droit européen à vocation alimentaire, parce que pour les concentrations, c'est pas ce qui est le plus excitant. Alors j'ai réussi, comme le dit Jean-Rémy, ça peut être très très passionnant au niveau du doctorat, au niveau de la pratique, c'est un petit peu moins excitant. Il y a toute une partie administrative qui est pas rigolote. Et puis c'est après que j'ai eu des opportunités qui m'ont réorienté fort heureusement davantage vers le droit international. Et donc mon choix de sujet était un peu stratégique. Alors moi j'ai opté pour un sujet qui n'a rien à voir avec celui que j'avais fait en mémoire. Quand j'étais en Master 2, j'avais fait mon mémoire sur l'utilisation des drones armés au regard du droit international. Et là depuis 2 ans, je travaille sur l'utilisation de la notion de bonne administration de la justice en droit international. Donc voilà, un sujet un peu plus théorique, on va dire. Alors, un peu pareil, moi j'ai un sujet de mémoire qui m'a inspiré en quelque sorte, enfin a inspiré à mon directeur de thèse le sujet de ma thèse. Mon sujet de mémoire s'inscrivait en fait dans un projet de recherche du centre, du laboratoire de recherche de Nanterre, qui s'appelle le CEDIM, dont on fait à peu près toute partie. Et j'avais travaillé dans mon mémoire sur un aspect extrêmement technique de la procédure devant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. C'est une procédure qui oblige un témoin à venir témoigner ou à apporter des preuves, et si jamais il ne le fait pas, il pourrait être sanctionné par une amende, voire par une peine de prison. Donc c'est quelque chose d'extrêmement technique, procédural. Et de la réflexion de ce mémoire est venue une réflexion beaucoup plus générale et théorique sur les sujets du droit international pénal et sur le concept de personnalité juridique internationale. Donc c'est beaucoup plus théorique que mon mémoire. On a le temps pour une dernière question, si jamais, sinon on passe à la suite. Ok. Si vous avez plus de questions, d'ailleurs, n'hésitez pas après à aller voir les intervenants, leur demander leur mail, les harceler. N'hésitez pas.